Madame, Messieurs, merci d'être fidèles à votre magazine Info 7. L'actualité de la semaine sera donc décortiquée pour vous avec le docteur Noël Tchani. C'est bien lui notre invité de ce jour. Vous connaissez bien, il était donc candidat à la dernière présidentielle en République démocratique du Congo. C'était en 2018. Merci de répondre à notre invitation. Merci de me recevoir à Congo Web. Voilà. D'abord, la première des choses, quelle est votre analyse de la situation sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo? La situation sociopolitique, je dirais commencer par la partie politique. Partie politique, rien d'extraordinaire, rien d'intéressant, sauf que nous avons maintenant un nouveau gouvernement depuis quelques semaines. Rien d'extraordinaire. Oui, un nouveau gouvernement depuis quelques semaines et ce gouvernement s'attelle à faire le maximum qu'il peut pour répondre aux défis de développement du pays. Comme je l'avais déjà dit avant, on souhaite donc bonne chance à ces warriors dirigés par Samuel Kondé. Sur le plan social, rien d'extraordinaire à signaler, sauf que la misère de la population continue. On ne sent pas encore l'effet de l'alternance au sommet de l'État. Pas des signaux forts, comme attendait la population congolaise avec l'avènement de l'actuel président de la République. Le panier de la ménagère continue à être vide, mais il y a des efforts qui sont faits, des efforts déjà pour arriver à établir un climat de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, parce que sans ça, on ne peut pas avoir une économie florissante. Et sans une économie florissante, on ne peut pas arriver à régler les problèmes donc, du pays sur le plan donc, social. Donc, je félicite ceux qui sont en charge, qui font ces efforts-là, mais nous avons encore du chemin à parcourir avant qu'on arrive donc à la satisfaction de la population. Entre-temps, la population congolaise commence à perdre espoir. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de perdre espoir. Bien au contraire, il y a de raisons d'être optimiste. Pourquoi? Parce que on a connu les 2 dernières années qui étaient extrêmement difficiles, avec des acteurs au pouvoir en train de se tirer dans la patte. On s'est neutralisé mutuellement. Donc cette coalition FCC-CACH a causé beaucoup de tort au pays. Donc aujourd'hui que la coalition a été enterrée et que nous avons une nouvelle dynamique dans le cadre donc, de l'Union sacrée, avec un nouveau gouvernement qui a une vision similaire à celle, pas similaire, mais qui met en œuvre la mission donc, du chef de l'État, je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste. Malheureusement, on a hérité d'une situation tellement difficile qu'il va falloir que les gens soient patients pour permettre à ce gouvernement de montrer les véritables résultats qui peuvent changer donc sa vie. À cela donc, il faut dire qu'on a des catastrophes naturelles qui n'étaient pas prévues, qui causent beaucoup plus donc de... Pas facile pour le gouvernement des warriors. C'est pas facile, ce n'a jamais été facile, ce sera jamais facile, mais je pense qu'ils font le maximum qu'ils font. On doit être patient en leur donnant du temps. Parce que vous savez, quand on arrive au pouvoir, et si ceux pour qui on est supposé travailler commencent à crier dans tous les sens, ça décourage donc les acteurs principaux. Mais moi, je pense que le Premier ministre et son gouvernement, ils ont la maîtrise de ce qu'ils veulent faire. Nous devons leur donner du temps pour qu'on puisse voir les résultats. Noël Tchani, président d'un parti politique. Non. Comment se porte votre parti politique? Notre groupement politique, la Force du Changement, a du vent en poupe. Donc, depuis quelque temps, nous enregistrons des adhésions massives à notre groupement, déjà non seulement au niveau de Kinshasa, mais également au niveau de l'intérieur. Nous sommes inondés de demandes donc d'adhésion. Dieu merci, et je voudrais dire merci à tous ceux qui nous suivent. Pourquoi? Parce que les gens ont réalisé finalement que sur le plan politique, il y a des gens qui sont sincères avec ce qu'ils font. Nous sommes sincères, nous voulons le bien du peuple congolais et nous voulons mobiliser tout le monde pour que nous puissions ensemble mettre en œuvre notre vision de développement qui pourra transformer fondamentalement le destin de notre pays. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de cette rétrospective. Il était question au cours de cet atelier inscrit dans le cadre de la SADC de procéder au lancement du projet Hydrogène Atlas Afrique. Ce projet vise à positionner ou encore booster les continents africains à devenir la plus grande productrice de l'hydrogène vert, c'est-à-dire le nouveau carburant. Au total, 27 pays africains, dont 12 pays de la SADC, se sont décidés de développer l'hydrogène, dont celui de la RDC. À ce stade, le projet consiste à collecter
collecter toutes les données pertinentes dans un algorithme optimal pour la production verte de l'hydrogène. C'est dans cette optique que différents intervenants ont mis en exergue le but ultime de ces projets. Il fallait que la RDC rentre dans ce projet africain de produire de l'hydrogène. Invitée à cet atelier, la directrice générale de l'autorité de régulation du secteur d'électricité, Sandrine Moubenga, a mis en relief l'impact qu'a le projet Hydrogène Atlas Afrique sur l'économie nationale en RDC. J'ai été conviée pour parler de la recherche que j'ai menée pour la production d'hydrogène verte, la fabrication de voitures hybrides et aussi, surtout dans mon rôle de directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en RDC, j'ai expliqué l'état de la régulation en RDC. Quelques participants à ces assises sont revenus sur le bien fondé de la production de l'hydrogène en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. Donc nous contribuons pour la collecte de données géospatiales qui permettront au fait de suivre de près les différents besoins pour la constitution de l'algorithme au fait du projet. La RDC possède d'énormes potentiels d'énergie verte, d'où la motivation de la positionner à devenir un acteur incontournable du continent pour la production d'hydrogène vert qui permettra au pays d'encaisser 4 milliards de dollars américains par an. Rond-point des Huileries, l'OVD est à pied d'œuvre pour les travaux de curage des caniveaux et évacuation des eaux qui stagnent sur la chaussée. Ces travaux ont débuté au lendemain de la visite de l'autorité urbaine à cette hauteur pour se rendre compte de l'état de délabrement de cette route. Sur instruction des Gentini Ngobila, l'OVD a amorcé les travaux à la grande satisfaction de la population. Selon les ingénieurs trouvés sur place, au-delà des curages des caniveaux, il est aussi prévu la construction d'un autre ouvrage de drainage afin de mettre fin aux inondations et au débordement des eaux au niveau du rond-point des Huileries. Cette artère est sous la compétence du gouvernement central. Le gouverneur de Kinshasa est intervenu juste pour soulager sa population qui était face aux embouteillages monstres sur cet axe. Soucieux du bien-être de sa population, Gentini Ngobila s'est rendu personnellement sur place pour s'assurer que l'Office de voirie et drainage a effectivement débuté les travaux. C'est aux alentours de 15 h que le député national Bernard Kayumba, accompagné le président de la Corporation nationale des ingénieurs BTP, s'est pointé au bureau de l'Assemblée nationale. Ici, l'élu de Lukunga est venu déposer la proposition de loi portant création de l'Ordre national des ingénieurs de la RDC. Après avoir accompli sa mission, Bernard Kayumba est revenu sur le pourquoi de sa proposition de loi. C'est une loi différente de celle de 2018 parce que celle-ci concerne spécialement les ingénieurs de l'Institut national de travaux publics, INBTP. Et donc nous voulons valoriser cette catégorie des ingénieurs dans notre pays parce que, comme vous le savez, ils sont des spécialistes en construction de routes, des bâtiments et des ponts. Et même avec les catastrophes naturelles qui venaient de nous arriver à Goma, si l'État congolais pouvait bien capitaliser en utilisant les experts de l'INBTP, nous serions épargnés des catastrophes. Il y a la géomatique qui est l'intelligence spatiale. Donc, ils peuvent nous produire des cartographies capables de nous épargner à des risques naturels, catastrophiques naturels, pour que le pays puisse gagner grand. Et aujourd'hui, c'est une grande joie parce que le dépôt de cette loi va valoriser les ingénieurs des INBTP pour que leurs prestations soient valorisées à travers la République. À cet effet, le président de la Corporation nationale des ingénieurs BTP n'a pas manqué de louer l'initiative de l'élu de Lukunga. Nous remercions beaucoup l'honorable Bernard Kayumba pour cette grande initiative. Voilà, cette fois-ci, nous aurons une loi inclusive qui va inclure tout celui qui s'appelle ingénieur en République démocratique du Congo. Comme ça, nous allons éviter que les ingénieurs formés dans une filière exercent dans une autre filière. Et nous allons aussi éviter que les non-ingénieurs exercent la profession d'ingénieur. L'initiateur de cette proposition de loi appelle cependant ses collègues députés à soutenir sa démarche qui tient à valoriser la catégorie d'ingénieurs formés dans les instituts supérieurs tels que l'INBTP. Il s'agit entre autres des experts en construction de routes, des ponts et chaussées, des experts en géospatial, en météorologie, en topographie et autres. Docteur Noël Tchani, est-il important aujourd'hui qu'on ait une loi des ingénieurs sortis des institutions du pays?
Les ingénieurs constituent un maillon important pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Et les pays qui avancent sont des pays qui ont mis en avant des disciplines dans des secteurs tels que celui des ingénieurs. Moi, je suis surpris que 61 ans après l'indépendance, nous soyons en train aujourd'hui donc d'organiser ce secteur-là. On aurait dû faire ce travail depuis très longtemps. Donc, je salue l'initiative prise par ce député national. Bernard Kayumba, qui insiste sur la valorisation de cette catégorie des personnes. Exactement. Donc, j'estime que nous devons valoriser les ingénieurs. Mais quand vous regardez dans la ville, là, tout comme à travers tout le pays, il a parlé de la construction donc, de routes, la construction des bâtiments, la construction des ponts. Je pense que nous avons tout à faire dans ces secteurs-là. Je ne sais pas si ça dépendra simplement de l'adoption de la loi pour qu'on commence à travailler. Je pense qu'on doit aller au-delà de ça. Il y a des questions de motivation, des questions de formation même des ingénieurs. Est-ce qu'on forme des ingénieurs de qualité donc dans notre pays, capables de faire ces travaux au même titre que les ingénieurs japonais, chinois ou américains dans leur pays? Je vois tous les ponts de la République démocratique du Congo en train de tomber littéralement chaque fois qu'il y a des camions qui passent là-bas, peut-être avec un poids qui n'a pas été mesuré correctement. Donc, c'est un secteur important. Je voudrais que nous puissions y mettre un peu plus de sérieux parce que ça touche même au cœur de la reconstruction du pays. Est-ce que ça, c'est une demande que vous formulez à l'endroit de ce gouvernement de Warriors pour qu'ils aient au moins une attention sur les ingénieurs de la RDC? C'est une demande à l'attention de tout le monde, non pas simplement donc du gouvernement, mais également des écoles même qui forment les ingénieurs. Est-ce que les curricula que les enfants suivent au niveau du banc de l'école répondent aux besoins de développement du pays? Est-ce que quand les ingénieurs sortent de là, ils ont des périodes de stage, mais également des opportunités d'emploi pour qu'ils se mettent immédiatement au service donc de leur pays? Moi, je crois que nous devons interpeller tout le monde, non pas simplement le gouvernement, les étudiants eux-mêmes, les ingénieurs eux-mêmes, les députés nationaux, mais également les écoles qui forment ces gens-là pour que nous puissions avoir donc des ressources humaines donc de qualité. Est-ce qu'il fallait que Jean-Tini Ngobila descende sur terrain pour que l'OVD se mette à pied d'œuvre, surtout que cette artère est à charge du gouvernement central? Moi, je voudrais d'abord féliciter le gouverneur de la ville de Kinshasa pour avoir pris cette initiative-là pour que les travaux de réhabilitation de cette route importante dans la ville de Kinshasa puissent donc commencer. Mais nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous sommes organisés en tant que pays pour que les travaux soient faits normalement sans pouvoir attendre l'arrivée d'un individu? Un gouverneur, donc, c'est un individu parmi tant d'autres. Il n'a que deux yeux sur sa tête. Il ne peut pas voir tout ce qui se passe donc dans la ville de Kinshasa. Il y a des services spécialisés qui sont supposés s'occuper de l'entretien donc de route. Et l'OVD ne devait pas attendre que le gouverneur aille quelque part, constate que la route n'est pas navigable pour qu'on puisse l'appeler, qu'elle vienne faire le travail. L'OVD devait avoir la cartographie de toutes les routes de la ville de Kinshasa, devait savoir quelles sont les routes qui sont praticables et quelles sont les routes qui nécessitent qu'on fasse des travaux immédiatement. Et ne doit pas... L'OVD, c'est l'office, c'est ça? Voirie et drainage. Oui, l'office ne devait pas donc attendre que quelqu'un vienne leur dire de faire donc leur travail de tous les jours. Moi, je voudrais demander qu'ils puissent s'organiser mieux que ce que nous voyons là pour que Jean-Tini Ngobila, en tant que gouverneur, n'aille pas s'occuper donc des petites choses que l'OVD est supposé donc faire sans être donc appelé par quelqu'un d'autre. Projet hydrogène en Afrique, un projet qui venait d'être lancé. Est-ce que ce projet est bénéfique pour la République démocratique du Congo? Bénéfique, oui. J'ai entendu le chiffre de 4 milliards de dollars comme étant des revenus pouvant revenir au gouvernement ou au budget national par année si on arrive donc à bien développer ce secteur-là. Donc c'est un secteur important qu'il faut prendre au sérieux et nous devons y mettre le maximum de soins pour que ça puisse être rentabilisé pour le développement donc du pays. La seule chose, c'est que je constate que nous sommes peut-être un pays qui suit les autres au niveau de la SADC. Est-ce que nous avons notre propre vision de développement qui a déterminé que c'est un secteur important et qui met tous les moyens en œuvre, les ressources humaines, les ressources financières, la vision, la stratégie, pour que nous puissions prendre avantage donc de ces potentialités-là. J'ai peur que nous sommes des suiveurs plutôt que des leaders dans ce secteur. Et c'est ça peut-être la philosophie qu'il faudrait donc changer.
La RDC est un pays qui regorge plusieurs potentialités, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à la RDC d'être aussi leader? Parce que vous venez de l'évoquer, hein, vous avez dit la RDC toujours derrière, donc suit toujours. Pourquoi aujourd'hui la RDC ne peut pas aussi être leader? Qu'est-ce qui manque au pays? C'est ça la question fondamentale à laquelle j'ai essayé de répondre en proposant le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. J'ai constaté que notre pays, depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous faisons les choses au jour le jour, sans que ça puisse s'insérer dans une stratégie de développement, une vision de développement bien articulée, bien comprise, bien échelonnée dans le temps, que nous maîtrisons nous-mêmes en tant que Congolais pour qu'on sache que si nous faisons ceci, voici l'impact sur le pays. Voilà, nous allons plus entrer dans les détails sur ce plan dans quelques minutes. Madame, Messieurs, à présent, prenons le deuxième dossier. Tout a débuté par cette audience entre le ministre de la Communication et Médias et le responsable de la chaîne Euronews. Un entretien de quelques minutes avant la descente sur terrain. En effet, cette visite a conduit les deux parties sur les sites de la RTNC pour un état de lieu. Patrick Mouyaya et son hôte ont visité la tour de la RTNC et la régie finale en vue de se faire une idée de l'investissement à consentir. Pour les responsables de Euronews TV, tout est à renouveler. Le problème, c'est ce manque de toutes les machines modernes, tous les nouveaux software, toutes les nouvelles choses. Ça doit une grande investition, mais c'est important parce que ça, c'est l'image du Congo. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Mais je pense que vous avez un jeune ministre, il est ambitieux, il doit aider tout le monde, pas seulement quelqu'un comme moi. Mais tout le monde peut aider parce que c'était l'image du pays. Mais je suis sûr qu'avec le ministre, et moi je vais aider. Moi je suis le propriétaire de Euronews et je vais aider pour monter la qualité de cette entreprise aussi. Motif de satisfaction pour le ministre Patrick Mouyaya. Nous avons voulu l'amener ici parce qu'il a le rêve de voir une Afrique grande et l'Afrique respire en RDC et la respiration de la RDC s'est fait ici parce que c'est ici que nous diffusons, c'est que nous produisons les meilleurs. Nous sommes heureux de voir que M. Naguib Saouiri s'engage à nous accompagner dans les efforts pour la modernisation de la chaîne nationale. L'idéal pour nous serait qu'ils viennent dans le cadre d'un partenariat pour voir d'abord comment on redonne vie à ces grands bâtiments, qu'on redonne vie à la télévision nationale. Ce sera un poumon. Le ministre de la Communication et Médias souhaite qu'à travers la RTNC, l'on ait une image claire de la vision du chef de l'État pour un Congo prospère. Les membres du cabinet du gouverneur de Kinshasa ont pris d'assaut le palais de la justice. Au parquet général près la cour de Kinshasa-Gombe, le collectif des avocats de l'autorité urbaine et ses 3 collaborateurs est venu, avec ce qu'ils considèrent comme de preuves à l'appui, confirmer les 4 plaintes déposées dernièrement contre le député provincial Mike Moukebaï pour imputation dommageable, injure publique et menace de mort. C'est vendredi passé que nous avons déposé tous les plaintes, les 4 plaintes, la plainte de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, le directeur de cabinet du gouverneur, ainsi que l'assistant principal du gouverneur Monsieur Lévin Paye et moi-même. Et aujourd'hui, la démarche était que nous puissions venir confirmer les plaintes que nous avons déposées au devers à travers nos avocats, et c'est ce qui a été fait. Toutes les plaintes ont été déposées et confirmées. Au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, la coordonnatrice de la cellule de communication du gouverneur de Kinshasa a bénéficié du soutien du collectif des mouvements citoyens. Avec affiche en main, ces hommes et femmes réclament dignité et justice pour Bélise Okonda. C'est pour cela qu'on est venu pour le défendre. Je suis il faut respecter ma maman. Naoki kanda makasi po bafingi ndeko nanga mwasi ndenge bafingi bafinga biso nyonso bafinga kape bamesana kofinga nde yango na yeko déclarer batika kofinga ba mama po mama oyo afingi lelo azalo kwa mama na ye batala likambo oyo po kofinga ya ye eleki. Après la confirmation de ces 4 plaintes par les parties plaignantes, la justice congolaise devra entrer en action afin que l'élu de Lingwala réponde de ses actes.
Bien avant, ces immunités doivent être levées par l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur demande de la justice. La chaîne nationale, la RTNC, vers un nouveau logo. Docteur Noël Tchani, quelle est votre réaction? Est-ce que c'est une priorité? Tout à l'heure, je parlais d'avoir une vision de développement du pays. Si on a une vision de développement du pays, on doit réaliser qu'on a besoin de mécanismes de communication pour vulgariser non seulement cette vision de développement, mais vulgariser toutes les politiques gouvernementales. Et la RTNC doit être la priorité des priorités pour pouvoir communiquer ce que nous voulons faire ou ce que nous faisons de bien ou de mal. Je suis sidéré quand je regarde cette chaîne nationale. J'ai visité donc les bâtiments, vous sentez les toilettes, vous sentez que c'est un bâtiment qui a été abandonné. J'ai plein mes compatriotes qui travaillent à l'intérieur parce que les conditions ne sont pas bonnes du tout. On a besoin de réhabiliter en priorité cette chaîne nationale. Est-ce qu'il fallait attendre l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi parce qu'il y a eu des gouvernements qui sont passés, il y a eu aussi des régimes qui sont passés, et là c'est un expatrié, le DG de Hero News, qui fait des constats que les matériels de cette chaîne n'honorent pas quand même la République démocratique du Congo, un pays si grand que plusieurs pays sont en train d'envier. Vous oubliez, vous vous rappelez que la chaîne nationale a été construite pendant que Mobutu Sese Seko était président du Zaïre. C'était un Congolais qui avait une vision grandiose de certaines choses. Mais pendant les 20 dernières années, on a oublié, on a abandonné les priorités nationales. Je pense qu'on avait des têtes ailleurs. C'est pour cela d'ailleurs que je vais revenir là-dessus quand je propose donc une loi pour que on puisse avoir des Congolais dans le siège du conducteur. Éviter des gens qui n'ont pas tous les pieds en République démocratique du Congo, qui ont de l'allégeance ailleurs. C'est pour répondre donc à ce genre de défis-là. La chaîne nationale, c'est quelque chose dont les Congolais devaient être fiers. Mais malheureusement, elle a été abandonnée. Je salue donc le fait que le gouvernement, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, donc, ait remis cette question donc sur la table. Et je voudrais vraiment l'encourager à aller jusqu'au bout, qu'on réhabilite non seulement les bâtiments, les infrastructures, le personnel, qu'on renouvelle la haute direction de la RTNC, parce que ce que nous voyons là, ça n'honore personne. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et ses 3 collaborateurs, vous avez suivi son directeur de cabinet et à son assistant principal, mais aussi la coordonnatrice de la communication de Gentini Ngobila, qui ont porté plainte contre le député provincial Mike Moukebaï pour injure, mais également menace de mort. Ils se sont rendus devant les instances pour que justice soit faite. Je voudrais saluer cette initiative-là du bureau du gouverneur pour porter plainte contre cet incivique-là. J'ai été victime moi-même des insultes publiques de la part de ce monsieur-là. Du député provincial Mike Moukebaï. Ce monsieur n'a pas de déontologie, n'a pas de moralité. Est-ce qu'un comportement digne pour un député? Je me demande, c'est indigne d'un député. Je me demande même comment on peut permettre dans un pays qui est un député national qui se permet donc d'aller à la télévision, d'insulter des citoyens et on le laisse faire. Je voudrais demander sincèrement que les juges puissent examiner ce cas-là sérieusement et si possible qu'il soit démis de ses fonctions en tant que député, qu'il soit forcé en dehors de l'Assemblée parce qu'il ne fait pas l'honneur ni de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ni de la République démocratique du Congo. Il y a eu même des Kinois qui ont déposé des mémos à l'Assemblée provinciale pour demander la levée des immunités du député Mike Moukebaï. Moi, je pense qu'il faut arriver à trouver une solution à ce genre de problème. On a ce problème-là avec quelques inciviques au niveau de l'Assemblée provinciale, mais également au niveau de l'Assemblée nationale. On ne peut pas accepter des députés. Civiques, des députés qui ne suivent pas la loi, qui n'ont aucune déontologie et qui n'ont pas de moralité, qui sont prêts quand on leur donne de l'argent à vilipender tout le monde pour les intérêts donc des individus. Moi je pense que c'est contradictoire. Quand on est un député, on est supposé représenter donc la population, mais eux ils s'attaquent à la population ou aux éléments de la population au compte donc des individus qui les soudoient avec donc la corruption, avec de l'argent. Je voudrais vraiment qu'on puisse trouver de voies et moyens pour pouvoir écarter ces gens-là, non pas simplement au niveau de l'Assemblée provinciale, mais également au niveau de l'Assemblée nationale. Docteur Noël Tchani, vous êtes politique, vous êtes congolais. Qui est député? Qui peut être député? Qui peut-on appeler député? Un député, c'est celui qui représente la population qu'il a élue.
Malheureusement, je constate que quand on a... D'abord, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas élus, mais qui ont été nommés ou bien qui ont acheté donc leur siège au niveau de l'Assemblée provinciale ou bien au niveau de l'Assemblée nationale. Comment ça acheter parce qu'ils sont là? Comment ça acheter alors qu'ils le crient matin, midi, soir qu'ils ont des bases? On connaît comment les choses se passent dans ce pays. Donc, je souhaiterais qu'un député soit véritablement quelqu'un qui parle. Est-ce que vous êtes en train de dire ça parce que vous-même, vous ne vous retrouvez pas à la chambre basse du Parlement, chambre haute ou à l'Assemblée provinciale? J'ai jamais postulé pour être ni à l'Assemblée provinciale ni à l'Assemblée nationale. C'est parce que ça ne m'intéresse pas. C'est la présidence qui vous intéresse? Je considère qu'il y a des gens qui pouvaient faire ce travail-là mieux que moi. Malheureusement, je constate que ceux qui sont là, je ne sens pas le dynamisme pour arriver à faire certaines choses au nom du pays. Il y a des gens qui font le nécessaire pour faire le travail des députés comme il se doit. Mais il y a beaucoup de troubadours qui sont là et qui n'attendent que de la corruption pour voter une loi ou qui n'attendent qu'une incitation pour insulter des individus au sein en utilisant donc leur siège, donc de leur fauteuil de député. Je pense qu'en tant que pays, nous devons trouver des voies et moyens pour corriger cela. Pour la population qui est en train de nous suivre maintenant, quel est le travail d'un député? C'est représenter la population, concevoir ou proposer des projets de loi, voter des projets de loi qui améliorent donc l'environnement général donc, du pays. Poser la question, nous avons 500 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Combien de députés ont proposé de loi pendant toute une législature? Il y en a qui sont là-bas simplement pour l'applaudir. Regardez au niveau de l'Assemblée provinciale, posez la même question. Combien de lois sont votées au niveau des assemblées provinciales? Donc, si un député peut passer toute une législature sans proposer une loi quelconque, en réalité, il n'est pas député. Il est parti là-bas pour avoir quelques avantages. Donc, je souhaiterais que nous puissions réfléchir en tant que pays pour avoir des véritables députés qui représentent véritablement la population et qui contribuent à mettre en place des lois qui sont impersonnelles, mais qui fassent du sens pour faire avancer notre société. Le procès Vital Kamerhe s'ouvre, sauf changement de dernière minute, ce lundi. L'UNC en continue à crier aujourd'hui « Injustice, injustice ». Bon, c'est déjà une bonne chose que la justice fonctionne. Lorsqu'on a arrêté quelqu'un et qu'il a été jugé au premier degré et qu'il a été condamné, mis en prison, et que cette personne estime qu'il n'a pas été condamné justement et qu'il a des éléments qu'il peut apporter devant les juges en appel et qu'on lui autorise, on lui donne cette permission de pouvoir se présenter en appel, il faut déjà remercier le système de justice, dire que l'état de droit commence à fonctionner. Ce n'est pas un règlement de compte? Je pense que les juges sont bien placés pour répondre à cette question. Il y a eu des juges qui ont siégé sur ce cas au premier degré. Nous avons tous suivi ça en direct. Et après avoir suivi en direct, il y a beaucoup de personnes qui étaient convaincues qu'il y a eu des détournements de fonds publics. Alors maintenant, si la personne donc proteste et considère que ce n'est pas vrai et qu'il apporte de nouveaux éléments, il faut lui donner le bénéfice du doute, qu'il passe devant les juges, que les juges fassent leur travail. Mais je ne suis pas d'accord que pendant qu'il doit se présenter donc au tribunal, qu'il y ait des militants de son parti ou bien les originaires de sa province qui se mettent dans la rue en train de crier sur tout le monde pour demander qu'on puisse le libérer. On va le libérer sur quelle base? Il faut laisser le système de justice fonctionner et une fois que le système aura fonctionné, aura rendu le verdict, il faut que tout le monde accepte de s'incliner devant ce verdict-là. Mais aujourd'hui, les internautes, c'est d'ailleurs une question des internautes qui estiment que Félix-Antoine Tshisekedi est venu pour régler les comptes. Vous êtes membre de l'Union sacrée de la nation. Est-ce que vous voyez les choses de la même façon que certains Congolais? Je ne vois pas les choses de cette façon-là. Il y a des gens qui sont habitués à un système de prédation, à un système d'injustice qu'ils ne peuvent pas accepter aujourd'hui de perdre les avantages qu'ils avaient. Et si on ne leur donne plus l'occasion de pouvoir voler comme ils le faisaient ou de commettre des crimes sur les citoyens innocents comme ils le faisaient dans le passé, ils crient vite à l'injustice donc du nouveau système qui essaye donc d'être équitable. Moi, je pense que nous avons une marche progressive vers la mise en place d'un état de droit fonctionnel. Et il faut féliciter le président de la République de pouvoir laisser les choses se faire sans qu'il puisse intervenir dans les affaires donc de justice. Alors, ceux qui crient à l'acharnement, ceux qui crient donc à l'injustice, ce sont des gens qui sont habitués donc à
faire des choses d'une certaine façon, mais qui n'ont plus donc cette occasion-là. Moi, je souhaiterais que nous puissions investir davantage dans la restructuration de la justice pour que la justice, les décisions qu'on rend, ces décisions-là soient très justes. Voilà, madame, messieurs, à présent, prenons ces dossiers où nous allons retrouver les conseils des ministres qui s'est tenu vendredi dans la capitale de la République démocratique du Congo. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, en ce jour où nous célébrons la création il y a 58 ans de notre organisation continentale, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine, nous ressentons en tant qu'Africains une fierté légitime et une profonde admiration pour les pères fondateurs qui, avec détermination et lucidité, ont donné corps à cette architecture continentale, symbole d'une Afrique unie et forte. En effet, comment ne pas saluer la pertinence de leur vision panafricaniste ayant conduit, le 25 mai 1963 à Addis Abeba, à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Celle-ci était destinée à rassembler les peuples africains pour faire face ensemble aux défis qui les attendaient au lendemain de la décolonisation. Héritière de sa devancière, l'Union africaine ne surgit guère du néant. Sa filiation certaine au panafricanisme réside fondamentalement dans l'objectif d'autodétermination des peuples africains. À la lumière d'innombrables défis qui se dressent devant nous, cette vision dont nous percevons encore plus clairement le bien fondé de nos jours doit véritablement assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent. En effet, forts de leur potentiel humain et de leurs ressources naturelles, nos États doivent mutualiser leurs efforts pour relever les défis qui engagent le sort de nos peuples, à savoir l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé, l'emploi, les droits humains, l'alternance démocratique, l'environnement, la valorisation de notre culture et la préservation de notre patrimoine, la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation technologique comme fer de lance du développement. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur la situation qui prévaut dans le Nord Kivu, marquée depuis le 22 mai dernier par l'éruption du volcan Nyiragongo et ses conséquences. Fort touché par ces drames, le président de la République, qui a interrompu son séjour à l'étranger pour suivre de près cette situation, a demandé au gouvernement de redoubler d'efforts pour une meilleure prise en charge de la situation humanitaire. Il a exhorté à poursuivre les efforts pour préserver la sécurité et le bien-être de la population sur les différents lieux d'accueil. En outre, il a instruit le gouvernement à mettre fin à toute forme de tracasserie telle que dénoncée par les populations en cours des déplacements sur les différents axes dans la province du Nord Kivu. Tous ceux qui seront désignés comme responsables de ces écarts seront immédiatement et sévèrement sanctionnés. Il a formulé les vœux de voir le gouvernement créer un service public de protection civile et de prévention de catastrophes pour permettre à la République d'avoir le cadre approprié qui lui permet de prendre des précautions en amont et d'orienter ses interventions sur le terrain. À propos des risques qui pèsent, notamment sur le lac Kivu, il a chargé le ministre des Hydrocarbures de tout mettre en œuvre pour entrer en contact avec l'opérateur désigné devant entamer les travaux de dégazage du lac Kivu et du golfe de Kabuno. Sur le plan sécuritaire, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a salué les efforts constants de nouvelles autorités militaires dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour vaincre l'ennemi. Du monde, il y en avait ce vendredi 28 mai en la paroisse Sainte-Anne dans la commune de la Gombe.
Le président de la République, qui avait assisté aux obsèques de l'ancien directeur adjoint de la communication de la présidence, est venu assister à la messe d'action des grâces en mémoire de Charles Kilocho. La présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à cet office religieux témoigne de l'estime qu'il avait toujours portée à ce proche collaborateur. D'entrée de jeu, l'abbé Kani Moulumba, qui a accueilli le chef de l'État, a dans son homélie salué la présence de Félix Tshisekedi en ce lieu avant de renchérir qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, c'est le destin de tout homme. L'abbé Moulumba a ainsi imploré la grâce de l'Éternel pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Assis parmi l'assistance composée de quelques officiels, des membres de la famille biologique et de nombreux amis sympathisants et connaissances de Charles Kilocho, le président de la République a suivi attentivement le déroulement de la messe. Une occasion pour l'officiant du jour d'inviter l'assistance réunie autour du chef de l'État à avoir une pensée pieuse à l'endroit des frères et sœurs du Nord Kivu victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo à Goma. À la fin du culte, le Père de la Nation n'a pas manqué d'apporter les réconforts à la veuve, aux enfants et à la mère de Charles Kilocho avant de quitter la paroisse Sainte-Anne. L'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, le Conseil des ministres demande la prorogation de l'état de siège de 15 jours. Est-ce que c'est important aussi longtemps qu'on sait que Goma fait face à des catastrophes? Oui, c'est deux choses différentes. L'état de siège avait été déclaré avant l'éruption du volcan Nyiragongo. Et l'état de siège répondait à un besoin de maintenir la paix et la sécurité dans cette partie de la République où il y a eu beaucoup de tueries de nos compatriotes par des forces négatives. Donc, ces conditions de tuerie, bien qu'elles se soient améliorées considérablement depuis que les militaires sont sur le terrain, on continue à vivre donc des cas de tuerie. D'ailleurs, hier, je pense qu'il y a eu 5 personnes tuées. C'est à Beni, je crois. À Beni. À Beni. Donc, il y a justification qu'on puisse continuer à maintenir l'état de siège dans cette partie de la République. Et d'ailleurs, moi, je pense que au grand mot, les grands remèdes. Il faut trouver une solution beaucoup plus longue que juste prolonger l'état de siège pendant 15 jours. Je pense que le Parlement aurait souhaité que le Parlement soit saisi par le gouvernement et qu'on demande qu'on puisse exceptionnellement étendre le règne des militaires là-bas pendant au moins 6 mois. 6 mois et d'ailleurs même 1 an pour s'assurer que toutes les poches de rébellion, toutes les poches des groupes miliciens sont donc neutralisés. Donc 15 jours, ce n'est pas assez. Si les militaires quittent là-bas, reviennent donc à Kinshasa ou bien vont ailleurs, les soi-disant rebelles qui s'étaient cachés, vont juste sortir et commencer à faire donc leur sale besogne. Donc moi, je demanderais qu'on ait une situation exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on prolonge l'état de siège au-delà de ce qui est prévu dans la Constitution, qu'on puisse avoir donc le Parlement, le Sénat qui se réunissent tous en concret et qui décident par exemple d'étendre cela pour une période donc de 6 mois renouvelable encore à 12 mois, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on s'assure qu'on a la paix et la sécurité dans cette partie de la République. Votre réaction face au discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, président de l'Union africaine, 38 ans déjà depuis la création de l'Union africaine? Un discours très responsable. Et quand il parlait, moi j'ai été au siège de l'Union africaine à Addis Abeba et j'ai marché dans le hall et j'ai vu sur les murs, il y a les photos des pères fondateurs de l'Union africaine. Et parmi ces pères fondateurs, on trouve l'un des nôtres qui a été un panafricaniste, Patrice Emery Lumumba, aux côtés de Kwame Nkrumah, aux côtés de Mwalimu Nyerere, ainsi de suite. Donc c'est une organisation qui a eu sa raison d'être et qui a toujours sa raison d'être aujourd'hui. Mettre tous les pays africains ensemble, qu'on ait une vision commune de développement parce que nous avons un destin commun et qu'on puisse attaquer. Est-ce que c'est facile à relever ce défi? Il n'y a rien de facile dans la vie. Mais s'il y a une volonté politique et qu'il y a une éducation de masse pour que les gens comprennent que nous sommes mieux quand nous sommes ensemble plutôt que divisés, je pense que nous pourrons arriver donc à cet objectif-là. La seule chose que je voudrais, là où je voudrais relativiser les choses,
il ne faut pas que nous soyons trop absorbés par les histoires au niveau continental, en négligeant des questions au niveau national. Par exemple, nous avons parlé de la zone de libre-échange au niveau continental. Nous voulons créer des conditions pour que les entreprises puissent investir en Afrique, dans n'importe quel pays. Et quand on a investi, on a produit des produits finis, on peut les vendre dans tous les pays du monde, dans tous les pays donc africains. Entre-temps, nous devons faire cet effort-là au niveau national. Parce que je vois beaucoup d'entreprises africaines d'autres pays qui viennent sur le marché congolais. Mais je ne vois aucune entreprise congolaise qui va donc dans les marchés d'autres pays. Je donne l'exemple. Nous avons, dans le domaine financier, la banque Equity Bank du Kenya, qui est venue avaler littéralement la deuxième grande banque du pays, la BCDC, ici. Mais nous n'avons aucune banque congolaise même capable de pouvoir aller dans un autre pays africain. Je voudrais donner un deuxième exemple. Nous avons Rwanda Air, qui est venu envahir l'espace aérien congolais. Mais nous n'avons pas une compagnie congolaise, même Congo Airways n'est pas à mesure de pouvoir envahir aussi d'autres pays, l'espace aérien dans d'autres pays. Donc, je veux bien qu'on puisse faire partie de ce mouvement au niveau africain, mais qu'on n'oublie pas que nous sommes un pays souverain qui doit avoir sa vision de développement et qui doit aller aussi à la conquête donc des marchés extérieurs. Parce que si on ne le fait pas, on devient simplement un marché de consommateurs. Et je pense que ça va créer des emplois ailleurs, maintenir le chômage donc en République. Mais pourquoi les Congolais ne partent pas aussi à investir dans d'autres pays, comme c'est le cas, vous venez de illustrer avec preuve à l'appui, le Kenya qui est ici, mais pourquoi les Congolais ne font pas aussi ces mouvements? Je reviens au point de départ. Il faut qu'en tant que pays, qu'on ait une vision de développement. Quand on a une vision donc la réponse, c'est dans votre plan Marshall? C'est dans mon plan Marshall, la vision de développement. Mais vous êtes aujourd'hui membre de l'Union sacrée de la nation. J'arrive. Donc la réponse, c'est avoir une vision de développement. Si on adopte ma vision qui est le plan Marshall, tant mieux. Si on ne peut pas adopter le plan Marshall, on n'a qu'à développer une autre vision. Mais pour l'instant là, je pense que dehors là, c'est le plan Marshall qui conçut une véritable vision de développement qu'il faudrait que tout le monde puisse s'aligner dessus. Et si on a ça, nous n'allons pas faire des actions isolées. Nous allons mener des actions différentes de façon coordonnée avec un objectif précis que nous allons arriver à l'objectif de développement du pays, de créer une économie émergente en l'espace de 15 ans. Madame, Messieurs, état d'urgence dans l'est de la République démocratique du Congo, éruption du volcan Nyiragongo. Madame, Messieurs, on en parle avec plus de détails après ce dossier. D'après les dernières données sismiques, une nouvelle éruption du Nyiragongo est imminente étant donné que de magmas sont signalés sous la zone urbaine et pourront s'étendre jusque dans le lac Kivu. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu ont activé tous les matins de ce jeudi un plan d'évacuation obligatoire de certains quartiers de la ville de Goma. Dans son message adressé à la population, le lieutenant général Constant Dima précise qu'on ne peut exclure une éruption à terre ou sous les lacs. Nous venons de dire que la voie Goma-Kibumba est ouverte. Ils peuvent emprunter cette voie. Nous voyons que Saké sera saturé et nous avons un problème d'eau. Ainsi, il est conseillé maintenant que les gens qui veulent aller vers Kibumba, ça sera dans un bon espace. Ils peuvent trouver de l'eau, il y a des hôpitaux là-bas et ils seront à l'aise plus que Saké. Oui, nous sommes en pleine évacuation. La population doit continuer à se délocaliser parce que nous devons les mettre à l'abri. Les zones affectées par les risques de la coulée sont les quartiers Majengo, Mabanga Nord, Mabanga Sud, Virunga, Bujovu, Kahembe, Mikeno, Mapendo, Murara et les quartiers Le Volcan. Pendant ces temps, le ministre de la Santé, chef de la délégation gouvernementale dépêché à Goma, Jean-Jacques Bungani, a annoncé à la presse toujours dans la matinée de ce jeudi l'arrivée à Goma des experts volcanologues italiens pour appuyer les équipes locales dans la surveillance et la contingence de l'éruption du volcan Nyiragongo. Malgré l'instauration de l'état de siège dans cette partie du pays, les rebelles continuent de se donner les luxes d'opérer au Nord Kivu. Dans la nuit de ce jeudi, ils ont tendu une embuscade au niveau de Kisima, Telia sur l'axe routier Beni-Kasindi dans le groupement Malambo, secteur des Rwenzori dans les territoires des Béni. Comme dans leur mode opératoire, ces rebelles ADF ont tué plus ou moins 10 civils et incendié plusieurs maisons et véhicules de la population. Signalons par ailleurs que c'est le village de Migende qui a été la nouvelle cible des assaillants.
En croire les sources administratives, après ces forfaits, les assaillants se sont retranchés dans le bois, laissant ainsi les victimes à leur triste sort. Selon la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori qui a livré l'information, déjà, près de 50 civils ont péri dans différentes attaques attribuées aux rebelles ADF et forces alliées dans la région de Beni. Ce, à l'espace de 30 jours, tout en apportant son soutien indéfectible aux éléments des forces armées de la République. Cette structure appelle l'autorité provinciale à venir à la rescousse de la population en vue de prévenir les pires. Au cours de ce point de presse, le porte-parole du gouvernement congolais a étalé l'évolution de la situation actuelle autour de l'éruption du volcan de Nyiragongo. À en croire Patrick Mouyaya, Goma fait actuellement face à 4 types de risques. La ville de Goma est en proie à 4 types de risques. Le risque d'accentuation de tremblements de terre ressenti de manière continue depuis le 22, qui peuvent causer des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Le risque d'une éruption volcanique secondaire partant des fissures créées par le mouvement sismique. Les risques d'explosion des poches de gaz sous le lac et les risques de toxicité de l'environnement ambiant du fait de la poussière, des cendres émises dans l'atmosphère par le volcan. En présence des officiers des FARDC et de la police nationale congolaise, le porte-parole du gouvernement a annoncé l'évacuation de la population de 10 quartiers de Goma depuis ce jeudi matin. La menace d'une coulée de lave secondaire qui pèse sur la ville de Goma ont obligé le gouvernement à prendre la décision d'une évacuation progressive des habitants des 18 quartiers de Goma qui vivent dans les zones rouges seront évacués. Par zone rouge, ici, il faut comprendre la zone concernée par la coulée de la lave. Il y a eu une éruption en 2002. Pour ceux qui habitent Goma, ils le savent que lorsque la lave coule, elle traverse un certain nombre de communes et ce sont ces populations que nous avons voulu préserver. Le plan de contingence est exécuté en harmonie avec les autorités provinciales et les services de la protection civile pour organiser l'évacuation et la prise en charge des déplacés sur 3 axes. La route de Saké, la route de Rutshuru, ensuite nous avons la voie lacustre qui peut permettre à travers les retours au ferry une évacuation vers la province sœur du Sud. Une équipe d'experts se trouve au sommet de Nyiragongo pour prélever d'autres données qui détermineront les décisions qui vont suivre, a déclaré le ministre Patrick Mouyaya. Éruption du volcan Nyiragongo à Goma. Certains Congolais estiment qu'on doit lever l'état d'urgence dans cette partie de la République démocratique du Congo où 10 quartiers de Goma ont vu donc leur population être évacuée vers d'autres coins pour être à l'abri des menaces qui pèsent encore dans cette partie de la République démocratique du Congo. Êtes-vous d'accord que l'état d'urgence soit levé dans ce coin parce que, selon ces observateurs, les autorités militaires n'étaient pas préparées à faire face à cette catastrophe naturelle? Bon, moi je pense que nous devons approcher ces choses avec beaucoup de responsabilité. Les autorités militaires n'étaient pas préparées, mais est-ce que les autorités civiles étaient plus préparées à faire face à cette catastrophe? Qui savait que Nyiragongo allait se produire en ce moment-ci? Donc je pense que c'est un faux débat. Quelle que soit la personne qui est là, des civils ou des militaires, le volcan est une catastrophe naturelle qui n'était pas prévisible, qui n'était pas prévue. Donc les gens ne sont pas préparés quand on est face à cette situation-là. Moi, je pense qu'on doit travailler avec ce qu'on a. Les militaires sont sur place, il faut leur donner l'encadrement, l'assistance, l'appui pour qu'on puisse gérer cette situation avec beaucoup de responsabilité. Mais moi, je voudrais en profiter pour faire appel au-delà de la communauté nationale. Parce que une situation de ce genre demande beaucoup de moyens pour arriver donc à venir en aide aux populations qui sont victimes. C'est le moment pour la communauté internationale de se montrer à côté de la République démocratique du Congo. Plusieurs pays ont quand même annoncé leur aide humanitaire à la RDC. Exact. Donc c'est l'occasion donc de pouvoir mobiliser davantage d'aide humanitaire parce qu'une catastrophe de ce genre-là, il n'y a aucun pays du monde qui peut être préparé, que ce soit des autorités civiles, militaires ou même des autorités nationales, pour arriver à faire face donc à cette catastrophe de telle magnitude. Donc encore une fois, communauté internationale, mettez la main dans la poche.
intervenez aux côtés de la République démocratique du Congo et de nos populations donc, à l'est de la RDC. Docteur Noël Tchani, vous venez de suivre là la communication du gouverneur qui se trouve dans ce coin de la RDC. Est-ce que c'est de cette façon qu'il devrait communiquer? Je ne connais pas les conditions dans lesquelles il a fait la communication, parce que quand on voit à travers une petite fenêtre d'une voiture, on ne connaît pas dans quelles conditions il était. Peut-être qu'il s'est protégé lui-même avant de pouvoir s'adresser donc à la population. Donc moi je ne souhaite pas critiquer quelque chose dont je ne connais pas les tenants les aboutissants. En plus de cela, il est très possible, j'ai vu qu'il était dans la voiture, il est très possible qu'il soit intercepté par des journalistes. On lui a posé une question et il répondait pendant qu'il était dans la voiture. Parce que ça fait débat dans les réseaux sociaux, certaines personnes estiment qu'il n'est pas à la hauteur et c'est une preuve pour ces personnes qu'il n'est pas vraiment préparé à affronter cette Je n'irai pas jusqu'à ce point-là sans connaître les conditions dans lesquelles cette déclaration a été faite. Mais moi, il me semble que ce n'était pas des conditions normales. Il n'était pas dans un bureau. Il était certainement dans une voiture. On l'a intercepté, on lui a posé la question. Il devait répondre pendant qu'on lui a posé la question. Il n'allait pas dire aux journalistes, patienter que je monte dans mon bureau ou bien que je sois sur le terrain avant de faire. Donc je pense que c'est un faux débat. État des sièges dans l'est de la RDC, encore des familles endeuillées, des Congolais sont tombés, des Congolais sont morts. Est-ce qu'aujourd'hui l'état des sièges est une garantie pour rétablir la paix dans ce coin, dès lors que les rebelles ont réussi encore à faire leur forfait, des Congolais sont morts? Vous savez, quand on a un problème qui s'est accumulé pendant plusieurs années, on ne va pas le résoudre du jour au lendemain. Ça prend du temps pour arriver à mettre en place non seulement tous les éléments de l'état des sièges, installer les militaires partout et avoir l'œil pour surveiller toute la population, savoir s'il n'y a pas d'éléments infiltrés parmi cette population capable de causer du tort à nos compatriotes à tout moment. Donc, je constate moi personnellement qu'il y a eu amélioration considérable au nombre de personnes victimes tuées à Beni ou bien dans les Kivu, depuis qu'on a décrété l'état de siège, ce nombre-là a diminué considérablement. Donc aujourd'hui on parle de 5, mais il y a quelques semaines simplement, on parlait de 35, de 40, et ainsi de suite. Là. Donc donnons le temps au temps et donnons le soutien qu'il faut aux militaires qui sont sur place pour qu'ils nous ramènent la paix et la sécurité pour tout le monde. Moi je voudrais encore une fois de plus interpeller nos compatriotes. Vous savez, nous sommes dans une situation de guerre. La guerre entre la population de la RDC et ces rebelles qui sont souvent des rebelles soit congolais, soit soutenus par certains pays extérieurs. En temps de guerre, je demande à tous nos compatriotes qu'on se mette tous dans le même camp, qu'on donne le soutien aux militaires qui sont sur place, qu'on puisse faire échec donc à ces rebelles-là et qu'on en finisse une fois pour toutes. Ne nous divisons pas, ne commençons pas à tirer sur les militaires pour les décourager en quelque sorte du travail qu'ils sont supposés donc faire. Donc encore une fois de plus, un peu plus d'intelligence dans nos réactions à l'égard donc de nos troupes qui sont engagées sur le terrain. Le gouvernement Sama Lukonde aujourd'hui fait face à la catastrophe naturelle dans l'est de la République démocratique du Congo. Comment voyez-vous la gestion des warriors de cette catastrophe? Ces warriors, je crois que ça s'appelle le baptême de feu. On arrive à installer donc un gouvernement et vous êtes préparé à mettre en œuvre un programme de développement économique du pays et la première chose que vous avez sur les bras, c'est une catastrophe naturelle. Et je crois que c'est un baptême de feu qui désoriente donc tout le monde. Je voudrais leur donner le temps de pouvoir se ressaisir et de gérer au mieux cette situation-là pour sauver donc les vies humaines. Il ne faut pas qu'on se mette à critiquer ce qui n'est pas encore mûr. Moi, je veux que Sama Lukonde, en tant que Premier ministre, qu'il réussisse. Je veux aussi que ce gouvernement de warriors, qu'il réussisse. Mais ils sont un peu désorientés à cause de cette catastrophe naturelle, qu'on leur donne le temps de pouvoir se ressaisir pour faire du bien pour notre population. Madame, Messieurs, place à présent au dernier dossier de cette rétrospective de la semaine. Et bien sûr, juste après, le débat autour de la loi du docteur Noël Tchani. D'entrée de jeu, la comico El Djibondo a tenu à éclairer l'opinion sur les faits qui ont eu lieu au stade de Martyrs le jour de la fête du Ramadan. Ces musulmans regrettent les tournures de ces incidents. Nous sommes tombés d'accord qu'Abdallah Mangala fait les 2 unités de prière et Cheikh Youssouf Djibondo puisse faire les discours. Ce qui a perturbé la quiétude, lorsqu'il y a eu 5 jeeps qui sont rentrés
Et les musulmans ont été soupçonnés qu'Abdallah Mangala a été à bord d'une jeep de la police. Parce que les policiers voulaient à tout prix venir imposer chez Abdallah Mangala pour faire les déraka. Donc s'il y a eu résistance des musulmans, parce que les musulmans ne voulaient pas que chez Abdallah Mangala puisse officier la paix. Les musulmans ne se sont pas battus, les musulmans n'ont provoqué personne. C'est la police qui est venue troubler la quiétude. Mais les camps du Bondo attribuent les désordres au sein de la Comico, notamment au député national Moussa Kalima. On a fait un plaidoyer même au niveau du Parlement. Mais Moussa a toujours le soutien des autorités. Ça cache quoi? Et lorsqu'on a été devant le gouverneur, il dira non, moi j'ai déjà répondu à une lettre, j'ai déjà autorisé à une lettre de l'honorable Moussa Kalema pour qu'il puisse organiser les festivités du fin de Ramadan au stade. À cet effet, l'aile Djibondo va formuler quelques recommandations aux autorités de la RDC. Pour ce faire, demandons la requalification de ces rapports, citant un policier mort qui du reste n'en était pas le cas. Insérer dans ces rapports la mort de Madame Mwali Zamoulindi, tuée par étouffement à cause de gaz lacrymogène. Au président de la République, nous sollicitons de préserver l'esprit et la lettre de l'ordonnance ayant constitué la communauté islamique en République démocratique du Congo comme une confession religieuse, celle qui a le pouvoir culturel d'organiser le culte en République démocratique. À 2 mois de la fête de Tabaski, la Comico n'a cessé d'affirmer que l'islam demeure une religion de paix et de développement. C'était une ambiance totale et chaleureuse chez les kimbongistes vivant à Kinshasa en ce jour de Noël de l'année du centenaire de vie de l'église kimbongiste. Au cours de cette cérémonie, les représentants de l'église kimbongiste à Kinshasa étaient très émus de participer à cette célébration. À cet effet, le révérend Sirbins a démontré que le 25 décembre n'est pas la vraie date de naissance de Jésus-Christ. Comprenez que pour le calendrier hébraïque, pour les Juifs, c'est le mois d'avril qui est leur premier mois, selon Exode chapitre 12 et Exode chapitre 13. Dieu dit à Moïse, désormais, cette date de votre sortie de l'Égypte devient votre premier mois de l'année. La conception de Jésus était au mois de septembre. Si nous commençons à compter septembre, octobre, novembre, décembre, donc c'est 4 mois. En 4 mois, un enfant ne peut pas être né. La date de la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, prendre une date païenne, c'est grave. Tout en se référant à la Bible, l'orateur du jour signe et persiste que Jésus-Christ est noir. C'est biblique aussi. Ce sont les mêmes sources qui nous révèlent que cette personne-là, Jésus, c'est papa de Longana Kiangal. Et il a déclaré dans Matthieu 21, verset 43, 21, 43, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un autre peuple qui en produira des fruits. » C'est celui-là qui est venu dans Apocalypse 3, verset 12. Et Pape Jean-Paul II l'a confirmé, Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, il est né au nord de l'Angola. Et Golbatchev aussi a reçu une révélation de la part de Dieu. Dieu lui a révélé que le christianisme apporté par les Occidentaux est un christianisme étriqué et déformé. On lui a posé les questions par les journalistes, qui va apporter le vrai christianisme? Il a répondu en disant qu'un noir de l'Afrique centrale, précisément de la RDC. Il s'y est de noter que la journée du 25 mai n'est pas seulement célébrée à Kinshasa, mais plutôt dans tous les pays et provinces du monde entier où vivent les fidèles kimbongistes. Accompagné d'une forte délégation composée du ministre de Sport Serge Condé et Constant Omari de la FECOFA, Hector Cooper a été présenté officiellement au Premier ministre Samalou Condé avant la signature du contrat, comme le souligne ici Serge Condé. Nous sommes venus accompagnés de la Fédération congolaise de football voir le Premier ministre pour présenter le nouvel entraîneur de l'équipe nationale des Léopards, M. Hector Cooper, qui est à ma droite. C'est lui désormais le nouveau coach de notre équipe nationale. Alors il est à Kinshasa, sur le sol congolais, ça fait 48 heures. Et demain, nous allons procéder à différentes cérémonies, notamment celle de la signature de son contrat. Alors avant de signer le contrat, il était nécessaire qu'il vienne d'abord présenter les civilités à l'autorité
chef du gouvernement. Le numéro 1 du sport congolais a assuré à l'opinion nationale qu'Hector Cooper est le coach qui a un palmarès pouvant amener notre équipe nationale à retrouver son image d'antan. Après analyse, on a trouvé que c'était le coach qui avait un palmarès consistant pouvant amener notre équipe nationale à retrouver son image d'antan. Décidément, avec ce nouvel entraîneur au parcours et le jeu, la RDC est résolument engagée dans le chemin de la victoire. Les Kimbanguistes ont célébré le mardi 25 mai 2021 la fête de Noël. Noël Tchani, vous êtes chrétien. Vous célébrez le 25 décembre. Une fête païenne selon les Kimbanguistes. C'est intéressant que vous me posiez cette question ici. Noëlla Kambaja, vous êtes Noëlla, je suis Noël, il célèbre donc la fête de Noël. Moi, je suis catholique, bien que je sois très proche donc des Kimbanguistes. Mais dans l'église catholique, on nous a dit que Jésus est né le même jour que moi, le 25 décembre. Donc, je célèbre avec les catholiques le 25 décembre. Une fête païenne selon les Kimbanguistes. Avec preuve à l'appui, vous avez suivi dans ce reportage les autorités de la dite église prouvent que Jésus est né le 25 mai. Les questions de religion soulèvent beaucoup de passions. Et chacun a ses convictions. Moi, j'ai grandi dans l'église catholique. Et on m'a appris que Jésus était né le 25 décembre. Je ne peux pas mettre en doute ce que j'ai toujours appris dans le cadre de mes croyances religieuses. Mais je respecte aussi le point de vue des Kimbanguistes. S'ils ont leurs convictions, je respecte leur point de vue. L'essentiel, c'est que nous prions tous le bon Dieu et que nous reconnaissons tous que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Depuis un temps, depuis plusieurs années, la communauté islamique au Congo est divisée. Lors de la fête du Ramadan, dernièrement au stade des Martyrs, il y a eu des affrontements. Certains parlent des affrontements entre la police nationale congolaise et les fidèles musulmans. Mais au cours de ce point de presse tenu en début de semaine, la Comico El Dibondo affirme que les musulmans n'ont provoqué personne. J'avais suivi aussi ces images-là des affrontements au niveau du stade des Martyrs et j'étais horrifié de voir ça. Je crois que notre pays ne connaît pas les histoires d'intolérance religieuse. Nous voulons qu'on puisse nous préserver de ce genre d'aventure-là dans notre pays. Alors, moi, tout ce que je peux dire, c'est demander aux autorités de mener des enquêtes de façon sérieuse pour que ces incidents-là ne puissent pas dégénérer ou se reproduire encore. Mais j'invite donc les différentes fractions de l'église musulmane, que je fréquente d'ailleurs, parce que j'ai prié avec les musulmans il n'y a pas longtemps, dans leur mosquée au niveau de la commune de Kinshasa. Je voudrais les inviter tous donc à la paix pour qu'il y ait une coexistence donc pacifique entre les différentes composantes de cette église-là et qu'à la fin de la journée, qu'on puisse privilégier la paix, le calme dans le pays, mais également donc au sein des églises. Hector Cooper, le nouveau entraîneur de l'équipe nationale présenté au chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, est-ce que la RDC doit toujours se tourner vers l'extérieur pour avoir un entraîneur? À l'interne, est-ce qu'il n'y a pas de personnes compétentes? Moi, franchement, je pense que c'est un recul. C'est un recul parce que nous avons connu les périodes où on avait des entraîneurs étrangers. Le temps de Vidinic, qui avait conduit en 1974 l'équipe nationale de la RDC à la Coupe du Monde. Et nous avons gagné, nous n'avons pas gagné donc la Coupe. Nous avons joué relativement ok pour nous faire battre d'ailleurs de façon scandaleuse par l'équipe nationale de la Yougoslavie, je crois, qui était l'équipe du pays de Vidinic. Alors moi je pense qu'on devrait apprendre donc de ces expériences-là. Et que nous avons connu pendant ces 10 dernières années l'équipe nationale entraînée par un fils maison, par un fils du pays, M. Ibenge, qui a travaillé dans des conditions difficiles, mais qui a fait quand même un travail qui est appréciable et qui nous donnait d'ailleurs la fierté de voir que nous avons une équipe nationale sur le terrain et que tout le monde autour était donc des Congolais. Moi, je suis très nationaliste, très souverainiste et je pense que quand on a à ligne des Congolais, dans des occasions comme ça, c'est l'occasion donc de montrer que nous sommes capables de nous organiser nous-mêmes. Alors aujourd'hui, si on fait venir un entraîneur donc étranger,
Je ne peux que lui souhaiter donc bonne chance. Je ne peux que nous souhaiter donc bonne chance. J'ai suivi avec intérêt les différentes équipes sur le plan international et je sais que l'Argentine est maître dans le domaine donc du football. Et je pense que si on a sélectionné ce monsieur qui vient donc d'Argentine, il va nous apporter quelque chose donc de plus. Mais il va relever le défi du sport en RDC. Il n'y a pas que lui qui doit relever le défi. Il y a toute une combinaison de facteurs. Le soutien qu'il va avoir du gouvernement, la participation des joueurs eux-mêmes, qu'on ait des joueurs de qualité, qu'on ne mette pas l'argent avant de pouvoir gagner les matchs. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent pour que nous puissions aller de l'avant. Tout ce que moi je voudrais, c'est que attirer l'attention pour que la RDC n'ait pas cette habitude-là de s'appuyer toujours sur les entraîneurs extérieurs, qu'on puisse développer des capacités locales. Si le sport constitue la priorité des priorités, qu'on développe des capacités locales pour qu'on ait parmi les Congolais des entraîneurs qui vont prendre la relève après cet entraîneur-là, pour qu'on n'ait plus besoin de recourir toujours aux entraîneurs étrangers, qui coûtent d'ailleurs extrêmement cher. Moi, je suis curieux de connaître la facture. C'est-à-dire combien ça coûte de pouvoir payer un entraîneur comme celui-là avec son staff étranger et comparer cela à ce qu'on payait à Florent Ibenge avec tout le staff congolais qu'il avait. Ce serait injuste de pouvoir prendre le prix qu'on payait à Ibenge et de le multiplier plusieurs fois pour payer donc un étranger. Parce que si on avait pris cet argent-là qu'on paye à un étranger et qu'on avait payé donc aux nationaux, à Ibenge et son équipe nationale, il serait peut-être plus motivé à faire ce qu'ils n'ont pas pu faire avec des moyens très limités. Voilà, nous allons nous investir pour connaître combien Hector Cuper touche, comme vous venez de le dire. Noël Tchani, un homme aujourd'hui à abattre qui amène sur la table des Congolais une proposition de loi pour être président République démocratique du Congo. Il faut être Congolais des pères et des mères. D'où est venue cette idée? L'idée est venue de la petite tête de Noël Tchani. J'ai réfléchi et j'ai vu que mon pays était en danger. Pourquoi? Parce que dans le passé, nous avons connu une disposition sous la période de Mobutu Sese Seko, la République du Zaïre. La constitution du Zaïre, en son article 7, disait que pour être président de la République, il fallait être zaïrois d'origine, virgule, né de père et de mère. Il y avait de bonnes raisons pour mettre cette disposition-là. C'est pour éviter l'infiltration au sommet de l'État des gens qui ne seraient pas 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Je constate que la constitution tripatouillée qu'ils ont adoptée en Afrique du Sud en 2016, ils ont fait sauter une portion importante de cet article-là. En gardant, il faut être Congolais d'origine. Vous êtes en train de parler de la constitution qui a été adoptée sous le règne de l'ancien président Joseph Kabila. Exact. Donc, ils ont enlevé la portion née de père et de mère. Il y a des gens, des malins, je crois que les Congolais ont été naïfs, qui n'ont pas réalisé qu'on a enlevé quelque chose de très important. Quand j'ai relu la constitution et j'ai pensé que, vous savez, depuis 1996, on a connu l'arrivée massive des militaires étrangers sur le sol congolais, venus du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi. Mais ces militaires, pour les combattre, nous, on a fait venir en tant que pays les militaires qui venaient de l'Angola, d'Afrique du Sud, du Zimbabwe. Et tous ces militaires ont été rejoints sur le sol congolais par les militaires de tous les pays du monde, dans le cas de la MONUC et de la MONUSCO. Afflux de militaires étrangers, au passage, il y a eu non seulement des viols de femmes congolaises, mais aussi peut-être des couplages, des mariages avec des femmes congolaises. On a produit plusieurs enfants, près de 5 millions d'enfants. Or, la constitution de la RDC aujourd'hui donc dit, on est congolais, quand on est des pères ou des mères congolais, on accepte tout le monde, on ne refuse pas, on ne change pas les critères pour être congolais. Tous ces enfants sont les nôtres, ils sont congolais, ils sont habilités à faire tout dans notre pays. Mais nous disons que pour des raisons de souveraineté nationale, pour éviter l'infiltration au sommet de l'État, on a besoin de réserver les fonctions de souveraineté aux Congolais nés de père et de mère. Et les fonctions de souveraineté sont lesquelles? C'est-à-dire le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les hauts magistrats, les chefs de l'armée de FRDC, le chef de la police nationale, l'Agence nationale de renseignement, mais aussi la Direction générale des migrations et aussi les ministères régaliens au niveau du gouvernement. Le Premier ministre, les ministères régaliens, c'est-à-dire les finances, la défense, l'intérieur, les affaires étrangères et la justice. Nous voulons que dans ces postes de souveraineté, qu'on ait des Congolais qui seraient 100% loyaux à la République démocratique du Congo, qui n'auraient pas de loyauté partagée. Je voudrais vous donner 2 exemples pour vous en convaincre. Le premier exemple, vous savez que l'ambassadeur du Rwanda actuellement au Congo, M. Vincent Kareka, il a une mère congolaise.
il est, d'après la constitution actuelle, il est éligible pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo s'il se retourne simplement et il dit « je ne suis plus donc rwandais ». Est-ce que nous voulons voir quelqu'un comme ça devenir président de la RDC? Ce serait une catastrophe parce que s'il arrivait à ce poste-là, il va utiliser cette haute magistrature, ce poste suprême dans notre pays, pour basculer la République démocratique du Congo sous le contrôle du Rwanda ou même pour balkaniser la RDC, prendre une portion confiée donc à son pays, au pays de son père. Nous voulons éviter donc ce risque-là. Deuxième exemple, vous vous rappelez lorsque on a eu Mzee Laurent Désiré Kabila qui a marché de l'Est à l'Ouest pour devenir président de la République démocratique du Congo. Quand il est arrivé, il nous a présenté James Kabarebe, un Rwandais, mais on l'a présenté comme étant Congolais, on l'a mis chef d'état-major de l'armée. Une fois qu'il est devenu chef d'état-major de l'armée, lui et le président Kabila ne se sont pas entendus. Ils ont divorcé. Il est rentré chez lui. Il connaissait tous les secrets de l'organisation militaire donc de la RDC. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est rentré donc au Rwanda? Il a fait quoi? Il a pris l'avion, plein de militaires rwandais. Ils sont descendus tout droit. Ils connaissaient les sites stratégiques. Ils ont pris d'assaut la base de Kitona. Ils ont neutralisé la base de Kitona en quelques secondes. Une fois qu'ils ont pris cela, il avait toutes les informations. Voilà quelqu'un qui, on nous disait, était congolais, mais il était loyal à son pays d'origine, qui est donc le Rwanda. Donc vous estimez que maintenant, cette disposition est un risque pour le pays? La disposition actuelle, la constitution actuelle qui permet à n'importe qui de devenir président de la République, même s'il n'est pas 100% congolais, c'est un gros risque sur la souveraineté du pays. Ce que je propose éviterait donc ce risque-là, mais permettrait de promouvoir la souveraineté nationale, ferait la promotion de l'intérêt général et surtout éviterait l'infiltration au sommet de l'État pour qu'à ce niveau-là, qu'on ait simplement des Congolais qui seraient 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Si cette loi est bien pour l'intérêt du peuple congolais, pourquoi certains Congolais s'agitent? Je peux vous dire que 99,9%... Nous avons même vu dernièrement un député national qui a même fait une sortie médiatique pour démontrer qu'il n'était pas d'accord avec vous. Je voudrais dire que 99,9% des Congolais, de la population congolaise, soutiennent la loi que je propose. Ils ont compris. Au début, ils ne comprenaient pas, mais beaucoup de gens ont compris aujourd'hui. Ah, au début, ils ne comprenaient pas. 99,9%, parce que j'ai été présenté sous un angle négatif qui n'était pas du tout ce que je voulais dire. Vous savez, les ennemis de la République, ils utilisent tous les moyens, les médias, ils corrompent avec l'argent qu'ils ont volé pour distiller de mauvaises informations de la population. Mais maintenant que nous parlons et que les gens nous ont suivis, ils ont compris. J'ai reçu des coups de fil donc des députés. Toutes tendances confondues, y inclut le FCC, l'Union Sacrée, le PALU, ainsi de suite, disant, nous avons compris très bien, nous soutenons cette proposition-là. Donc, la grande majorité de la population, elle est d'accord avec moi. Il y a eu d'ailleurs un sondage conduit sur Internet par les Congolais à l'extérieur de la diaspora, qui a démontré que plus de 68% de la population congolaise soutient ma proposition. Donc, je suis très confortable de pouvoir faire ce travail-là au nom du peuple congolais. Maintenant, en ce qui concerne le député Nemba Nemba que vous avez mentionné, il a fait une déclaration que moi je pense est très irresponsable. Il a dit que parce que le pays a été géré par des Congolais 100% dans le passé et que nous n'avons pas réussi, autant laisser la place même à un étranger. Par exemple, il a mentionné les Libanais, qu'ils deviennent président de la République. Moi je pense que c'est très irresponsable de faire une telle déclaration. Je ne peux jamais permettre à un étranger de pouvoir diriger mon pays. Ce pays-là appartient à nous, Congolais. Mais les Congolais ont quand même montré des limites, non? Non, s'il vous plaît. Si les Congolais ont échoué, parce qu'on a dû sélectionner des mauvais Congolais, il faut aujourd'hui qu'on regarde dans la gamme de tous les Congolais disponibles, qu'on choisisse les meilleurs possibles qui vont nous donner la meilleure performance. Je vous informe par exemple que depuis 1960, on n'avait pas des Congolais bien formés dans des grandes universités avec beaucoup d'expérience professionnelle. Aujourd'hui, on a ces Congolais-là. Donc, changeons la façon dont on sélectionne nos gens, qu'on ait les meilleurs, ils vont nous donner donc la meilleure performance. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément de ma proposition va au-delà simplement du choix du président de la République ou bien des gens qui vont occuper ces fonctions de la souveraineté. Je propose que qu'on adopte le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire qu'on est né congolais, on vit congolais, on va mourir congolais, on sera enterré congolais. Si quelqu'un qui est congolais va à l'étranger
adopte une nationalité étrangère. Pourquoi? Parce qu'il voulait obtenir des papiers pour travailler dans ce pays-là. Son cœur reste toujours en République démocratique du Congo. Et quels sont réservés à ces personnes? Le sort réservé à cette personne, c'est que nous voulons reconnaître qu'il est toujours congolais, qu'on lui donne son passeport congolais et que si jamais il part à l'étranger, il peut utiliser le passeport étranger. Mais pendant qu'il est donc dans notre pays, nous le reconnaissons comme étant l'un de nôtres et qu'on mette même dans le passeport une disposition, une clause qui va dire tant que vous êtes sur le territoire congolais et que vous commettez donc une gaffe et vous avez des problèmes avec la justice, vous ne pouvez pas invoquer l'immunité due à la détention d'un passeport étranger ou bien d'une nationalité étrangère. Donc je pense que cette disposition-là moderniserait la constitution de la RDC et mettrait la RDC au même titre que les autres pays africains ou les autres pays du monde qui ont déjà fait des progrès donc dans ce sens-là. Permettez-moi de vous poser cette question des internautes. Cette loi est taillée sur mesure. On estime que vous êtes américain. Ça, ce sont des internautes qui ne réfléchissent pas. Je suis congolais 100% de père et de mère, de grand-père, de grand-mère, de ceci. Donc, vous regardez dans toute ma lignée, je suis congolais. Donc, ceux qui veulent m'attribuer donc une nationalité donc, que je n'ai pas, ils se trompent, ce sont des gens mal intentionnés. Ce n'est pas une loi taillée sur mesure, c'est une loi qui fait la promotion de l'intérêt général congolais et qui veut sauvegarder la souveraineté de notre pays. Qui est derrière vous? Derrière moi, le peuple congolais. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'on a vu dehors là les réactions de la population congolaise. 99,9% des gens soutiennent la proposition que j'ai faite. Et je reçois aujourd'hui par jour près de 1000-1500 messages venant des Congolais de l'intérieur mais également de la diaspora qui nous disent mais enfin quelqu'un a compris. Parce qu'en réalité, on nous avait truqué. Vous vous rendez compte, vous avez une constitution du Zaïre qui dit il faut être congolais d'origine, c'est-à-dire né de père et de mère. Mais ces gens vont en Afrique du Sud, soudoyés, il y a des Congolais d'origine qui ont été soudoyés, aveuglés par quelques mafieux au niveau international. Ils ont supprimé la portion né de père et de mère. En réalité, ils ont vendu le Congo aux étrangers. Nous voulons éviter ça. Nous voulons reprendre le contrôle de notre Congo, c'est-à-dire que ce pays sera toujours géré par les Congolais. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, qui disent qu'ils sont 50% par exemple congolais italiens, je les invite à faire ceci. Parce que si vous dites que vous êtes 50% italien, 50% congolais, allez d'abord en Italie. Présentez-vous aux élections présidentielles en Italie, devenez président de l'Italie et nous allons voir maintenant comment on va vous accueillir là-bas. Je peux vous dire une chose, que partout où ils vont aller, donc dans les pays où ils sont 50% là, on ne leur permettra même pas de devenir donc des bourgmestres des provinces. Nous, chez nous, nous avons été naïfs de pouvoir élargir, ouvrir les portes donc à tout le monde. Nous voulons être englobants, réceptifs donc à tout le monde. Mais nous ne devons pas être naïfs au point de compromettre la souveraineté nationale donc de notre pays. En d'autres termes, tous nos compatriotes sont les mêmes. Ils peuvent avoir accès à tout, sauf les postes de souveraineté qui doivent être réservés aux Congolais nés de père et de mère. Et je voudrais aussi clarifier que ces dispositions-là n'existent pas, nous ne les proposons pas simplement pour la RDC. Ça existe aux États-Unis, dans d'autres pays africains. La Zambie, ici à côté, a eu un moment un président en poste qui est mort. Le vice-président était un blanc, M. Scott, d'origine écossaise. Quand il a voulu devenir président de la République, on lui a dit attention, vous n'êtes pas zambien de père et de mère. Vous pouvez tout faire sauf devenir président de la République. C'est comme ça que les pays donc protègent la souveraineté du pays. Les États-Unis d'Amérique, par exemple, ont adopté une disposition qui dit vous pouvez être américain, né sur le sol américain, éligible à tout, y inclut la présidence de la République. Mais si vous êtes américain naturalisé ou bien d'adoption comme Henry Kissinger ou bien Arnold Schwarzenegger, en ce moment-là, vous pouvez tout faire, devenir secrétaire d'État ou gouverneur de la Californie, mais vous ne pouvez pas devenir président de la République. Donc c'est une discrimination positive adoptée ailleurs que je voudrais aussi adopter pour notre pays. Voilà, madame, messieurs, il faut également retenir que cette loi se trouve déjà actuellement entre les mains des députés nationaux. Noël Tchani, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette rétrospective de la semaine qui a eu le plaisir de vous recevoir pour décortiquer l'actualité de la semaine. Un mot sur votre plan Marshall et ça sera bien le mot de la fin. Je pense qu'on aura besoin d'avoir une session spéciale, une émission spéciale sur le plan Marshall parce que le plan tel que je l'avais présenté en 2018 avant les élections, je l'ai actualisé maintenant pour tenir compte des défis générés par la Covid-19. Avant, on parlait d'une vision de développement de 800 milliards de dollars à mettre en œuvre sur 15 ans. Nous l'avons actualisé, nous sommes arrivés à réaliser qu'on a plus de défis qu'on avait pensé au départ. On le chiffre aujourd'hui à 1000 milliards de dollars à mettre en œuvre sur 15 ans.
Si nous le faisons, nous allons transformer fondamentalement la situation de notre pays. On passera d'un pays sous-développé pour devenir pays émergent en 15 ans. On passera d'un pays qui a 85% de la population au chômage pour créer une situation de plein emploi où tout le monde travaille, et on va améliorer considérablement le niveau de vie de la population parce que le PIB par habitant passera de 458 $ aujourd'hui pour atteindre le niveau de 15 000 $. Et je pense qu'on n'aura pas de misère dans la rue. Je vous inviterai vraiment, chers compatriotes, à pouvoir prendre connaissance de ce plan Marshall actualisé parce que la révolution, ça se trouve dans ce plan. Voilà, mesdames, messieurs, dans le tout prochain jour, Dr Noël Tchani va donc étaler devant les chevaliers de la plume son projet sur la nationalité. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à Info 7. Ne l'oubliez pas, Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre mission. Restez branchés sur Congo Web Télévision. Au revoir.